C'est notre invité politique à présent, Éric Woerth. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de l'Oise. Vous êtes également ancien ministre du Travail. Cette question de la grève SNCF de ce week-end nous interroge pas mal en ce moment. On a l'impression que c'est peut-être la grève de trop pour les Français. Gabriel Attal a dit que travailler était un devoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Bon, d'abord, heureusement, tous les syndicats n'appellent pas à la grève. Donc il y a des syndicats responsables. Et puis il y a la CGT Sudrail qui appelle à la grève. Ils sont plus la culture de la grève que la culture du travail, j'ai l'impression. Et puis ils utilisent de façon éhontée, indécente, systématiquement les moments forts, les vacances. On a l'impression que et bientôt ce sera les Jeux Olympiques et qu'on utilise évidemment contre la population un moment comme celui-là pour essayer de favoriser des avantages catégoriels. Alors s'il n'y avait pas de culture du dialogue social à la SNCF, on pourrait se dire, il faut qu'il dialogue plus. Mais il y a une culture du dialogue social qui est considérable. Enfin, l'énergie déployée par les dirigeants de la SNCF vis-à-vis des syndicats, en dialogue, en aménagement des conditions de travail, en rémunération de toutes sortes, elle est considérable. Un président de la SNCF, ses principaux dirigeants passent beaucoup de temps à discuter. C'est très bien, mais à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une responsabilité des deux côtés. Les revendications, alors très catégorielles de ces contrôleurs, c'est des revendications auxquelles il a été fait droit, comme souvent d'ailleurs. Il y a des augmentations depuis 2 ou 3 ans. Ça veut dire qu'à chaque petite contrariété, bim, une grève. Oui, et puis parfois il y a d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on prend les Français en otage. Vous savez, en général, immédiatement, le syndicaliste arrive et dit c'est pas vrai, on prend pas en otage, c'est pour défendre le service public. Enfin, c'est pour défendre aucun service public du tout. Au fond, c'est la casse du service public qui est derrière tout cela. Et puis il y a plein de Français qui partent au moment des vacances, qui ont besoin de bouger. Enfin, de toute façon, il y a une liberté, il y a un droit à la mobilité. Enfin, c'est une des libertés fondamentales. Et on tue cette liberté pour des raisons inexplicables. C'est vraiment une attitude indécente. Est-ce à dire, et je vais volontairement un petit peu loin, qu'il faut peut-être revoir le droit de grève, ou en tout cas peut-être juste à la SNCF ? Mais le droit de grève, il est constitutionnel, il est intégré à une démocratie, personne ne remet le droit de grève. Mais si on en abuse. Mais l'abus du droit de grève, il est évidemment condamnable en tant que tel. Alors on peut discuter, il y a plein de pays qui ont abordé cela autrement, on peut évidemment en discuter. J'ai vu que les centristes au Sénat avaient proposé, ou l'UDI avait proposé un certain nombre de choses. Bon, il faut en discuter, mais enfin, la solution, ça devrait être avec des gens responsables. Il y a eu des augmentations de salaire fortes, il y a des versements de primes. J'ai pas l'impression que travailler à la SNCF ce soit un enfer absolu. Là, il y a un moment donné, il faut quand même se poser puis pouvoir regarder aussi ses enfants en face en disant moi je travaille dans le service public, je délivre d'abord du service public et pas de la grève. Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois de sursis pour financement illégal de sa campagne de 2012 dans l'affaire Big Malion. Vous qui étiez son trésorier de campagne pendant la campagne précédente, en 2007, qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation ? Moi, je ne commente pas la condamnation. Je pense d'abord à Nicolas Sarkozy, c'est un ami. J'ai une confiance. Qui a décidé de se pourvoir en cassation d'ailleurs. Oui, il a raison. De toute façon, je le soutiens. Et je pense d'abord à lui. Ça fait des années et des années que tout cela dure. Et je crois parfaitement son innocence. Ça fait 1 an, presque jour pour jour, que vous avez quitté LR pour rejoindre le parti présidentiel. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ou est-ce que vous en êtes extrêmement satisfait en termes de parcours politique déjà, mais surtout en termes d'échiquier politique ? Aujourd'hui, on voit bien que LR représente de moins en moins d'électeurs. Qu'est-ce que ça vous fait d'assister à ça ? Ça fait plus d'1 an. Je suis parti avant l'élection présidentielle. Je suis parti en février. J'avais fait le constat que LR ne répondait plus. Enfin, ça s'appelle LR, mais c'est plus LR, quoi. Il y a un moment donné où chacun joue sa carte, ouvre une petite chapelle dans ce qui devait être, au contraire, un collectif, qui avait plus de collectif, plus beaucoup de réflexions sur le fond. On reprenait les réflexions anciennes. Et que le président Macron était un président qui disait des choses qui résonnaient bien. Quand on voit d'ailleurs le discours de politique générale de Gabriel Attal, du Premier ministre, on se dit que c'est un discours général qu'aurait pu faire un président ou un Premier ministre de droite républicaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner cette belle idée d'un bloc central dans lequel on dépasse un certain nombre de clivages politiques. Moi, j'y suis très très attentif et je suis respectueux de toutes les opinions à partir du moment où elles croient en la République. Donc je ne regrette rien, bien au contraire. Je vois simplement que les temps sont durs, qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, il y a des colères. Bon, on est un pays souvent plus enclin à sombrer dans le pessimisme.
On a tort, il faut que les Français croient en la France. Et il y a plein de raisons de croire en la France, quoi. On n'a pas nécessairement besoin de croire en la grève. On a besoin aussi, à un moment donné, de croire en l'action, au progrès. Et il y a plein de sujets qui font qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer. Tout le monde le sait, vous le dites tout le temps. Et la France, elle peut pas être à la traîne d'un monde qui chante. Donc elle doit s'adapter. Donc ces temps d'adaptation sont des temps évidemment compliqués à gérer. Il faut beaucoup expliquer. Et c'est bien ce que fait Gabriel Attal et son gouvernement. Et j'ai trouvé qu'il avait parfaitement bien réussi cette première séquence. Maintenant, il faut faire, il faut délivrer. Oui, parce que d'un autre côté, il y a un RN qui est très fort, notamment sur les élections européennes, qui sont les prochaines élections importantes. On voit bien que le RN est à 29%, le parti présidentiel à 19%, LR à 7%. Est-ce qu'il faut faire quelque chose avec le RN ? Mais la seule manière de baisser l'impact aujourd'hui du Rassemblement national, c'est pas d'employer des vieux arguments qui ne marchent pas, c'est de réussir. Il faut fonder cet arc républicain. Il faut fonder les choses sur la réussite du gouvernement. C'est parce que le gouvernement réussira. C'est parce que le gouvernement réussira qu'un certain nombre d'électeurs ne tenteront pas l'aventure ultime qui serait celle de voter pour le Rassemblement national, qui n'a aucune solution à proposer, mais zéro. Mais Gérald Darmanin, pourtant, reprend les propositions du RN. Le droit du sol supprimé à Mayotte, c'est une proposition du RN. Non, c'est une proposition de bon sens à Mayotte maintenant. C'est une proposition en 2018 par le RN. Attendez, droit du sol, on en parle depuis 25 ans, j'entends le débat. Donc le Rassemblement national, de toute façon, il prend toujours la position la plus simple, et notamment celle que ne prend pas le gouvernement d'à côté. C'est le principe même des populismes. Nous devons, pas du tout fonder notre discours en fonction de ce qu'a dit, pas dit, ou le Rassemblement national. On doit le faire sur l'intérêt de la France. Et on doit le faire sur la réussite des politiques publiques engagées. Personne ne construira un avenir pour le pays si, dans des période aussi compliquée, le gouvernement ne réussit pas. Donc il a besoin un peu de soutien de temps en temps. On peut de temps en temps un peu soutenir le gouvernement. Et c'est vrai pour mes anciens amis de LR, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Mais il ferait mieux de jouer la réussite du pays plutôt que de jouer l'échec du pays. Vous avez été chargé par l'exécutif de mener une réflexion sur la décentralisation. C'est quoi exactement la mission que vous avez, où est-ce que vous en êtes et à quelle résistance vous vous opposez sur ce dossier ? Pour l'instant, pas beaucoup de résistance, mais on n'a pas proposé des évolutions. Là, j'y travaille, le président de la République. Quand on parle de décentralisation, on parle de quoi exactement ? On parle d'organisation des collectivités locales, des villes, des départements, des régions, des intercommunalités. À cause de ce millefeuille, justement, qu'on dénonce assez régulièrement ? Ce millefeuille, il existe et il a aussi ses qualités. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont au service du public. Les politiques locales se font, mais elles doivent être plus efficaces. Moi, je regarde ça du côté du citoyen. Il a besoin de savoir qui fait quoi. Qui aujourd'hui répare les routes, qui aujourd'hui s'occupe de santé, qui aujourd'hui s'occupe d'école. Donc c'est très important. Et ce rapport entre l'État et les collectivités, et puis le rapport entre les collectivités elles-mêmes, peut être beaucoup amélioré. Et le président m'a demandé d'essayer de proposer une vraie évolution des choses, pas des mesures d'ajustement, mais une vraie évolution des choses. Et moi, je base le travail que je mène actuellement. Hier, j'étais au conseil d'administration des départements de France. Je parle avec les maires, je parle avec les régions. Je parle avec beaucoup de monde et j'essaie de faire en sorte que la libre administration des collectivités locales soit une réalité, qu'on donne du sens à cela, et puis aussi qu'on cesse des polémiques inutiles entre qui paye quoi et comment. L'État ne paye jamais assez, les collectivités sont jamais contentes, l'État considère que c'est pas bien qu'elles soient pas contentes. Ouais. Donc on a besoin de clarifier tout cela, et notamment sans doute d'inventer un nouveau système de ressources pour les collectivités locales qui aujourd'hui, celui-là est un peu à bout et chacun peut bien l'admettre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'aurai des propositions et je les présenterai au président de la République et j'espère qu'il y aura, je ne dirai jamais de consensus, mais j'espère qu'on pourra avoir un vrai débat sur ce qu'est l'exercice du pouvoir dans la France du XXIe siècle. Il y a un pouvoir vertical qui tient au président de la République et à son élection au suffrage universel, et puis il y a un grand pouvoir horizontal de terrain, de proximité qui sont les pouvoirs exercés par les élus. Et ces mesures, vous viendrez, si vous le voulez bien, nous les exposer ici sur LCI. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'avoir été notre invité.